Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de François Asselineau qui était l'invité de GPTV qui va nous parler d'un thème extrêmement important. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et sur la chaîne de la foi, vous avez également le lien en description. Eh bien, dorénavant, je poste une vidéo tous les jours à partir de 20 h sur cette chaîne-là, avec des sujets bien différents de ceux que vous pouvez retrouver sur la chaîne principale. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Programmé dans les cerveaux, c'est-à-dire il faut dire ce qu'attendent mes commanditaires, en tablant par ailleurs sur le fait que ça n'aura pas lieu parce qu'il y en aura d'autres qui se chargeront de faire échouer le projet. C'est vraiment quelque chose qui est que l'on trouve partout. Par exemple, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une vieille lune qui dure depuis des décennies. La France, officiellement, est favorable à une réforme du Conseil de sécurité, où elle aurait évidemment tout à perdre. Parce que si on a un siège permanent au Évidemment. Conseil de sécurité, c'est grâce à De Gaulle. Et il est à craindre que si on y avait une réforme ces temps-ci, on retire à la France son siège au Conseil de sécurité pour le confier à l'Union européenne, ce que d'ailleurs Macron a quasiment laissé entendre. Mais donc, on table en fait les diplomates, je le sais en connaissance de cause, c'est pas un fantasme, cela m'a été dit et redit, c'est la stratégie finaude, c'est de savoir que c'est un système, un processus auto-bloquant, parce que si on ouvre le Conseil de sécurité à un pays africain, si on le donne à l'Afrique du Sud, le Nigeria réclamera. Si on donne un siège au Conseil de sécurité à l'Inde, le Pakistan réclamera. Si on donne un siège au Conseil de sécurité à l'Indonésie, le Vietnam le réclamera. Si on donne un siège au Conseil de sécurité au Brésil, le Mexique le réclamera, etc. Donc on dit c'est un système autobloquant. Donc on va dire qu'on est pour. Et c'est exactement la même chose donc sur l'entrée de l'Ukraine. Alors, je ferme cette parenthèse, mais elle montre l'esprit du temps, elle montre que nous avons affaire à des gens qui ne sont absolument pas gênés, au contraire, c'est même presque une espèce de réflexe désormais de dire le contraire exact de la vérité. On est dans un monde d'inversion généralisée, d'inversion des responsabilités, d'inversion accusatoire, etc. Alors, pour entrer dans le détail, en effet, on a vu, vous avez vu, tout ça a été extrêmement bien coordonné. Le coup d'envoi a été donné fin juillet par Édouard Philippe, qui a fait savoir que selon, on ne sait pas de qui d'ailleurs, une officine proche de, je sais pas, alors est-ce que c'est Viginum, est-ce que c'est les services de renseignement français, qui est-ce qui est derrière, on n'en sait rien, et d'un seul coup aurait pointé une opération d'ingérence russe au détriment d'Édouard Philippe. Alors, ingérant, d'abord, ça vient du latin ingerere, ça veut dire in dedans, et gerere, ça veut dire intervenir, se mêler. Donc, c'est en fait faire du rentre-dedans. Dans le droit international, l'ingérence est normalement interdite. C'est l'article 2, alinéa 7 de la Charte des Nations Unies, où aucun État n'a le droit d'intervenir dans ce qui relève des affaires nationales de chaque pays. Il y a d'ailleurs aux Nations Unies, deux très grands États, deux membres permanents du Conseil de sécurité qui sont très vigilants sur cette question, c'est la Russie et la Chine. Pourquoi? Parce que depuis la Charte des Nations Unies qui a été signée à San Francisco à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce principe de non-ingérence qui était normalement sacro-saint, mais qui a été remis en cause dans les années 80-90, notamment par le docteur Bernard Kouchner, mais aussi par Jean-François Revel, qui s'appelait Jean-François Ricard de son vrai nom, qui s'est d'ailleurs, pour la petite histoire, marié en seconde noces avec une nonne bouddhiste tibétaine. C'est pour ça que l'un de ses fils, Mathieu Ricard, d'ailleurs, est bonze et vit au Tibet. Jean-François Revel je dis ça parce que le Tibet, justement, fait partie de ces pays, de ces marges de l'Empire chinois. Il est de bon ton dont il est de bon ton de dénoncer la présence chinoise. Vous avez quelqu'un comme Glucksmann qui a fait son, son, son fer de lance, un de ses fers de lance, c'est justement de dénoncer ce qui se passe en Chine, et notamment au Tibet, mais aussi à Taïwan, mais aussi au Xinjiang. Donc ça, c'est de la bonne ingérence.
Donc, ce système du droit d'ingérence a été inventé donc par messieurs Kouchner et Jean-François Revel au tournant des années 80, prenant appui, il est vrai, sur le drame qui s'était passé au Cambodge dans les années, soit à partir du 17 avril 75, lorsque le Cambodge était tombé aux mains des Khmers rouges. Et donc, comme vous le savez, il y avait une espèce d'autogénocide, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire, où sur les 8 millions de Cambodgiens qui existaient en 1975, il y en a eu plus de 2 millions qui ont été assassinés par leur propre gouvernement. Et donc, il a fallu l'intervention des Vietnamiens en janvier 79 pour mettre le holà sur cette affaire. Ça, c'était vraiment quelque chose de paroxystique. Donc, surfant sur cette indignation mondiale, Kouchner et Jean-François Revel ont milité pour ce qu'ils ont appelé le droit d'ingérence, alors que normalement c'est un délit. Normalement, il y a un délit d'ingérence. Ils ont donc fait une inversion du truc. Et ça, évidemment, grâce au relais médiatique dont disposaient et l'un et l'autre, Bernard Kouchner, qui d'ailleurs a été ministre, rappelez-vous, ministre de la Santé, Jean-François Revel, qui avait sa table ouverte dans le magazine, je sais plus, c'est l'Express, je crois, ou Le Point, enfin l'un des deux, qui intervenait très très souvent. Ils ont fait beaucoup de rafus et ça a été en fait repris allègrement par les Américains, dont ils ont toujours été d'ailleurs très proches. Ça a été donc dans les années 80-90, on a inventé le droit d'ingérence, qui est totalement contraire au droit international. Donc en fait, c'est pas un droit. Disons que c'est une pratique. Tout ceci a mené à des opérations comme on a pu le voir, notamment en ex-Yougoslavie, dans ce genre de choses. Et ça a fini par indisposer de plus en plus d'États du monde, parce au début, le fait d'intervenir effectivement dans un pays où la population est passée dans des camps de concentration et meurt, il y a un fond humain quand même dans l'esprit des gens qui se disent c'est vrai qu'on peut quand même pas vraiment laisser ça. Et puis on s'est rendu compte assez rapidement qu'en fait derrière ce droit d'ingérence, c'était la loi du plus fort qui revenait et que finalement c'était pire que le coup départ. Parce que certes le drame cambodgien a été une horreur épouvantable, c'est vrai, mais ensuite, à partir du droit d'ingérence, rappelez-vous que c'est comme ça que les Américains sont intervenus, par exemple, en Irak, où il y a eu plus d'un million de morts bombardés, et puis progressivement, l'idée de remodeler tout le Moyen-Orient, et puis d'intervenir où l'OTAN le souhaitait. Donc, c'est pour ça que désormais a été inventé, on ne parle plus de droit d'ingérence, mais de la responsabilité de protéger. Donc, c'est un peu différent. Et puis, surtout, la Russie et la Chine ont mis quand même le haut là sur ces dérives. Est-ce que vous arrivez comme moi à vous imaginer les réactions des autres pays quand la France se permet de leur donner des leçons ou de leur parler d'ingérence? Qu'est-ce qu'ils doivent penser de nous? Parce que tous les autres pays, tous les autres États, tous les gouvernements, ils savent dans quelle situation est la France. Je vous rappelle qu'il y a de ça maintenant 2 ans, on a eu des émeutes et on a été incapable de les arrêter. Il y a eu la victoire d'un club de foot, le PSG, pour pas le nommer, et nous avons eu des émeutes et nous avons été incapables, bien sûr, de les arrêter. Bon, à chaque fois qu'il y a un événement, nous sommes incapables, bien sûr, d'avoir de l'ordre ou de rétablir l'ordre ou même d'empêcher, d'empêcher par notre fermeté, eh bien, le bordel dans ce pays. Nous n'avons plus d'industrie, une croissance qui est de zéro. Bref, je vais m'arrêter là, mais ils doivent bien se marrer. Et moi, ça me fait rire quand on parle d'ingérence. Oui, il y a de l'ingérence. On n'est plus un pays insouverain, mais c'est surtout que notre élite, parce que même si vous êtes souverain, il suffit que votre élite n'a pas d'idées nationaux pour qu'ils vendent rapidement, bien sûr, le pays. Et c'est ce qu'ils font. Après, est-ce que la Russie, la Chine ou d'autres pays ont-ils besoin d'ingérence en France pour faire du mal à la France? Je crois que la France est suffisamment grande et mature pour se faire du mal à elle-même toute seule, comme une grande. À la rigueur, moi, si je serais la Chine ou la Russie, quitte à tenter un coup en France, c'est de faire en sorte que la France devienne l'épine dans le pied de l'Union européenne, parce qu'elle a suffisamment de poids pour foutre une merde et faire exploser l'Union européenne de l'intérieur. À la rigueur, le seul pari qui me serait bénéfique dans les années à venir, eh bien, ça serait cette option-là.
Sinon, pour le reste, enfin, Poutine, il doit se marrer, quoi. Alors oui, la Russie aussi connaît des problèmes structurels. D'ailleurs, des problèmes qui sont les mêmes que vous retrouvez en Occident. Et en plus, ils ont des problèmes que vous retrouvez cette fois-ci en Asie, parce que c'est un territoire coupé entre les deux. Mais quand même, ça va quand même mieux que chez nous. Donc les mecs doivent se marrer, quoi. Ils disent, mais attends, c'est vraiment la France d'aujourd'hui qui se permet de nous donner des leçons. Mais en même temps, ça revient à ce qu'il a dit un petit peu plus tôt dans l'extrait, que tout est faux. Nous vivons dans un monde de mensonges. Et en fait, c'est très simple, hein. Faites tout le contraire de tout ce qu'on vous dit. Et vous allez vous rendre compte que, il se passe rien, hein, vous n'allez pas disparaître, mourir, ça ne sera pas la fin des temps, le soleil va continuer à se lever, et en plus, vous allez ressentir une sorte de liberté, vous allez reprendre goût à la vie. Il n'arrête pas de vous dire, vous n'avez pas besoin de Dieu, hein, vous seul, vous, le moi-je, l'individu au-dessus de tout. Bah, retournez vers Dieu, vous allez voir ce que ça vous fait. Vous allez commencer à ressentir quelque chose que vous ne pouvez pas ressentir dans cette société, c'est la transcendance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Ça, c'est quelque chose qui est palpable, mais personnellement. Donc il faut, à mon avis, faire tout le contraire et arrêter de croire tout le narratif officiel. Parce qu'effectivement, nous vivons dans un océan de mensonges. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie d'être si sévère envers une grande partie de mes compatriotes, parce que c'est compliqué. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais une grande partie de la population se noie. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que leur cerveau, parce qu'ils ne sont pas capables d'eux-mêmes de comprendre qu'ils ne se noient pas. En fait, c'est une sensation de noyade, mais elle est fausse, car ils sont entourés, bien sûr, d'un monde artificiel qu'on alimente pour qu'ils ne se réveillent jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.